Techno Impact, c'est le podcast qui analyse les conséquences des technologies sur nos business, sur nos comportements et donc par conséquent sur nos quotidiens. Ces technologies sont intégrées à nos vies comme une extension de nous-mêmes. Elles façonnent notre façon de penser, d'interagir et d'agir avec les autres. Alors je suis ravie de faire cet épisode parce que cette semaine j'ai bloqué 2 cartes de banque. Comme je vis entre 2 pays, je me suis rendu compte à quelle catastrophe quand on se retrouve sans moyen de paiement. Et donc, nous avons invité évidemment le maître en la matière. Je laisse Benjamin présenter notre invité de ce jour. Mais je suis ravie en tout cas parce que le paiement, on sait tous aujourd'hui qu'il s'est digitalisé. C'est très rare les jours où on se retrouve avec de l'argent en poche, du vrai argent qu'on touche. Je pense d'ailleurs souvent à ces sans-abri à qui j'ai plus rien à donner. Je me dis mais c'est une catastrophe pour tous ces gens qui font la manche. Ça fait le lien directement avec nos libertés fondamentales, notre souveraineté individuelle. Ce sont des sujets qui m'intéressent profondément. Benjamin, je te donne la parole, sinon je vais parler toute seule pendant une heure et demie. Il y a des choses, mais on y reviendra peut-être avec justement Michel Casacca que l'on reçoit. Michel est à la tête de Value Chain Consulting. Alors Michel Casacca, c'est vraiment le spécialiste des paiements, de la blockchain, crypto-monnaie évidemment, cybersécurité. Il intervient auprès des grandes banques, des grandes institutions liées à la finance, sur ces thématiques très importantes que sont les nouveaux moyens de paiement, l'impact de la blockchain, l'impact des crypto-monnaies dans ces grands systèmes financiers. Alors Michel, il enseigne dans une école d'ingénieurs, le SME, il intervient aussi à la Sorbonne, à Paris, et on l'a rencontré à Surfing Bitcoin, qui est la grand-messe des bitcoiners cet été, au mois d'août, et on a vraiment fité avec Michel parce qu'il est extrêmement pédagogue sur tous ces sujets, il explique très bien les enjeux, donc on va attaquer directement. Michel, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour Claudia et merci de m'accueillir dans votre joli podcast. Écoute, on est ravis de t'accueillir et moi, comme je le disais, d'autant plus parce que je me suis retrouvée cette semaine sans argent, puisque sans carte. Et donc, j'étais très impatiente de faire ce podcast. L'enjeu de l'argent digital est un enjeu énorme, en fait, quand on n'y a plus accès. Alors, Michel, moi j'ai une première question, c'est qu'il y a une hype Web3, on a beaucoup parlé en 2020-2021 et une partie de 2022 du Web3, de la blockchain, des cryptos, des NFT, des métaverses, etc. Et on a l'impression que tout ça a disparu, voilà. Et les mots-clés aujourd'hui pour se positionner sur Google, c'est évidemment l'IA. Nous, on sait qu'il y a un lien entre les deux, mais je pense que c'est fondamental d'expliquer aux gens comment ces 2 technologies sont interconnectées, sont liées et voire indispensables les unes aux autres. Je dirais même les 3, paiement, blockchain et IA. Et d'ailleurs, c'est peut-être le bon ordre. Actuellement, l'industrie de l'IA, elle a beaucoup de hype. L'industrie de paiement, elle est très retranchée. On n'en parle quasiment pas. À part lorsque les gens ont vu arriver Apple Pay, ils ont vu que les paiements, c'est quelque chose qui existe sur la Terre. Les paiements, ils sont transparents, ils doivent marcher et on ne doit pas en entendre parler et c'est mieux pour eux. Ça veut dire qu'ils fonctionnent bien. Et pourtant, l'industrie de paiement, c'est la plus grande industrie du monde. Il n'y en a pas plus grand. Simplement parce que le chiffre d'affaires du monde, ce sont les paiements, ce sont les transactions, ce que les gens échangent entre eux. Et c'est plus grand que la masse monétaire. Donc ça peut être choquant si on dit c'est quoi le chiffre d'affaires de l'industrie de paiement. Il est plus grand que la masse monétaire mondiale, simplement parce que la masse monétaire, elle circule, elle a une vélocité qui est supérieure à la masse elle-même. Ce qui veut dire que l'industrie, elle prend des commissions sur chacune de ces transactions, ce qui lui génère 2000 milliards de dollars en revenus uniquement pour les industriels qui travaillent dans le secteur. Donc c'est la plus grande industrie du monde, il n'y en a pas une qui fait autant. Typiquement, si on prend tous les crypto-monnaies avec leur market cap, ils ont atteint 1000 milliards. Donc c'est le market cap, c'est pas les revenus. Là, je parle uniquement des revenus de l'industrie de paiement. Donc voilà, tout le market cap de l'industrie blockchain et crypto, elle a réussi à atteindre la moitié des revenus de l'industrie de paiement. Juste pour mettre les choses en perspective. Ce qui veut pas dire que la blockchain elle est moins importante que les paiements, au contraire. Mais pour comparer ça à l'IA, donc ça ne veut pas dire que lorsque quelque chose il est en hype et l'autre il est en mode retranché, qu'il est moins important. Typiquement, les paiements sont plus importants en termes de services et systèmes. Donc c'est votre exemple, vous vous êtes retrouvé sans cash devant l'aéroport ou dans un pays étranger. Cette angoisse-là de dépendance, c'est quelque chose d'externe à la carte elle-même. Votre argent n'est pas avec vous, il est quelque part et vous devez passer par un service externe pour pouvoir utiliser vos droits. Effectivement, lorsque ça marche bien, c'est très utile, mais lorsqu'il y a un problème, ça devient beaucoup plus bloquant.
Oui, quand c'est pareil, oui, la presse ne parle jamais des systèmes moyens de paiement, ne parle jamais de Visa et Mastercard, qui pourtant génèrent la plus grosse industrie du monde, Ouais, mais personne n'en parle jamais. Si je dois reformuler, ce que tu dis, c'est quand une technologie fonctionne, en fait, on oublie qu'il y a de la technologie derrière, ça fonctionne, point. Donc forcément, on n'en parle pas. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'elle n'existe pas. Absolument. Et tu voulais faire, j'imagine, le lien avec la blockchain dont on parle moins parce que le mot en hype, pour le moment, on sait évidemment l'intelligence artificielle. C'est pas pour autant que la blockchain a disparu et sa fonction et son besoin non plus, c'est ça. D'ailleurs, si je veux comparer les deux industries, blockchain d'un côté et l'IA de l'autre, sont toutes les deux des révolutions technologiques majeures. Mais la révolution, entre guillemets, révolution technologique Web3 et blockchain, elle est beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus impactante que tout ce que nous sommes en train de voir dans l'IA. Alors ça, je l'avais dit avant, mais je vais quand même le réexpliquer de mon point de vue rapidement. Actuellement, pour entraîner un modèle en IA, on a besoin de data centers qui tournent pendant 24 heures sur 24 pendant des mois. Pour entraîner un modèle qui brasse des tonnes de data, ça boit une rivière pour se refroidir et une station nucléaire pour tourner, réellement, physiquement parlant. Et personne n'en parle. Alors oui, en tout silence, c'est bien, parce qu'il faut entraîner les modèles. Et souvent, les modèles, ils vont faire quoi ? Ils vont faire quelque chose qui est semblable à, par exemple, reconnaître, alors c'est plus utile aujourd'hui, mais c'est équivalent à reconnaître dans une image un chat ou un chien. Si je montre une photo au robot, à l'IA, elle doit être capable de reconnaître les deux. Donc grâce à un entraînement, elle arrive à le faire. Ça consomme des gigawatts pour pouvoir le faire. Donc des rivières pour se refroidir et des stations nucléaires pour tourner, alors que le cerveau d'un enfant, avec 14 watts, il fait le même entraînement d'intelligence humaine. Donc, je rassure les gens sur la partie intelligence humaine, elle est encore infiniment plus optimisée, mais infiniment plus optimisée que tout ce que nous voyons avec OpenAI. D'ailleurs, l'histoire d'OpenAI, alors je vais prendre quelques minutes pour parler du Web3. Oui, tu fais bien, c'est important. Elon Musk, par exemple, c'est un des premiers lanceurs d'alerte sur « Attention, l'IA est devenue dangereuse ». Alors ça vient d'où ? Ça vient de ses rencontres avec Larry Page, un des fondateurs de Google, qui avait envie de cloner l'esprit humain dans l'IA, donc qui partait dans des délires un peu visionnaires. Elon Musk a aussi ses délires visionnaires aussi, hein. Mais en gros, il n'a pas aimé l'image de l'IA que Google était en train de fonder et de construire. Donc il a dit, donc c'est dangereux, il a dit je vais donner l'IA aux gens, je vais essayer de rendre l'IA OpenAI et la donner comme outil aux gens. Et heureusement, nous avons OpenAI et ChatGPT. C'est un très très bon outil aujourd'hui. En revanche, les gens lui donnent beaucoup plus de valeur qu'il en vaut actuellement. Oui, il peut disrupter certaines industries, exactement comme lorsqu'on a inventé les bases de données, eh bien, les registres papier. Oui, malheureusement, on en sert beaucoup moins. C'est un objet de fantasme, ChatGPT. Il y a beaucoup de fantasmes autour. Il est très utile, mais encore une fois, ChatGPT n'a aucune intelligence. Mais ce n'est pas tellement ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle accessible à tous aujourd'hui facilement. Ça va quand même disrupter pas mal de process internes aux sociétés et donc pas mal de métiers ou d'organisation de travail. C'est pas tellement ChatGPT, c'est l'IA accessible parce que finalement l'IA elle fait partie de nos vies et on s'en rend pas compte. En fait, pardon, je te coupe, mais c'est ce que dit Idriss Aberkan, j'adore quand l'image de l'électricité. On a du jus qui arrive dans les maisons et lui il va dire vous aurez de l'IA qui arrivera comme de l'électricité à la maison en prise quoi. Oui, c'est déjà le cas dans nos iPhones, dans nos smartphones aujourd'hui. Il y a déjà une grosse partie de l'IA par exemple qui pourrait améliorer les images. Personne ne les voit et ça ne dérange pas beaucoup de monde, mais effectivement ça disrupte les graphic designers un peu. Et les photographes. Alors ça les aide aussi. Je sais de quoi j'en parle, je suis cofondateur d'une entreprise dans ce domaine-là et effectivement ça ne nous disrupte pas trop, on les utilise et c'est un accélérateur énorme. Et d'ailleurs on se trompe si on ne l'utilise pas. Voilà. Mais la question c'est laquelle elle est plus disruptive, laquelle elle apporte plus de valeur. Les deux apportent de la valeur, hein, la blockchain et l'IA. L'IA en revanche elle est très superficielle. Tout ce qu'elle fait pour le moment est très superficielle. La surface d'attaque de l'IA, elle est très très large. C'est pour ça qu'on appelle les modèles IA génériques. C'est parce que, comme GPT par exemple, ils peuvent répondre à des questions dans différents secteurs. Ils sont très génériques. Mais en revanche, ils n'ont aucune conscience ni compréhension de quoi ils sont en train de nous donner. Exact. Alors, ils se basent sur des très grandes quantités de données. Typiquement, tous les données sur Internet, une grande majorité. Une grande partie de données privées, typiquement des bases de données de certaines entreprises. Des données qui coûtent de l'argent pour rapports, à récupérer. Et le modèle s'entraîne là-dessus. Donc, il y a déjà deux étapes. La data, si la data elle est insuffisante sur un domaine, il est impossible que le GPT découvre quoi que ce soit tout seul. Si la data d'entraînement n'était pas suffisante. Et en plus, si le modèle d'entraînement, il a quelques biais,
il va quand même louper avoir des zones grises, des zones floues dans son intelligence. Et il en a. Quand tu le questionnes sur le Bitcoin, il te dit toujours attention. Il te parle toujours. Ça, c'est pas que de l'IA. Ça, c'est des moteurs de règles qui ont été rajoutés après à l'IA pour qu'elle fasse attention à ce qu'elle va nous donner en termes de conformité. La règle, c'est de dire à GPT, surtout quand quelqu'un t'interroge sur le Bitcoin, n'oublie pas de mettre la phrase tout investissement est risqué. Et c'est l'accusation de wokisme, par exemple, qui est faite sur OpenAI. Bon, on n'a pas le temps de faire un podcast là-dessus, mais qui est de dire attention, si on te parle de transgenre. Mais c'est très, très facile à hacker. Hein. Ouais. Aujourd'hui, lorsqu'on est expert dans le domaine de la sécurité, c'est un peu mon cas, on étudie beaucoup l'ingénierie sociale, et donc on étudie aussi le piratage white hat hacker, ça veut dire un pirate bienveillant. Il est possible de faire de l'ingénierie sociale artificielle sur GPT pour le faire tomber dans un piège pour qu'il nous donne des réponses qu'il n'était pas censé nous donner. Michel, là, il faut que tu reformules. Michel, il faut que tu reformules. Typiquement, lorsqu'on pose des questions à GPT, donner certaines informations, il est programmé, il a un moteur de règles, c'est pas de l'IA, qui lui dit non, tu ne réponds pas à ce genre de questions. Ou tu réponds ceci, c'est un paramétrage. Exactement. Et donc, il y a moyen de détourner ça par la commande que nous écrivons. Par le prompt. Par le prompt, exactement. Il y a des moyens de faire comme si vous allez me prendre des informations confidentielles que j'ai pas envie de te donner. Tu peux cuisiner ChatGPT avec un bon verre de vin, et lui faire dire des trucs inappropriés, voilà. Ouais, vous savez, Intel, enfin le président, un des fondateurs d'Intel, il avait dit, je vais la dire en anglais d'abord. There's nothing human creativity can create that human creativity cannot break. En gros, il n'y a rien d'incassable. Donc, ce que GPT essaie de bloquer, il y a toujours un moyen de Si c'est fait par un humain pourra le défaire. Donc voilà, pour revenir maintenant à la partie profondeur de la révolution elle-même, GPT, il a des limites, sont les données et le programme. Il a encore pas de conscience. Et c'est très 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 difficile d'imaginer c'est quoi une conscience dans l'IA, même s'il y a eu des alertes que ce serait un jour possible, on est très très loin, les gens ne se rendent pas compte combien on est loin de ça. Ensuite, GPT il est superficiel, c'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre prompt, il la projette dans un espace de données, et il voit ce qu'il y a autour, et il ramène ce qu'il y a autour, il le traduit en phrases, et par hasard, par mathématiques, c'est une bonne réponse. Statistiquement, c'est une meilleure réponse. Il n'y a aucune intelligence réelle là-dedans, mais c'est exactement comme lorsqu'on fait une requête et une base de données. Alors, c'est beaucoup plus élaboré, mais voilà, ça donne juste le limite que c'est un nouveau niveau des systèmes experts qu'on avait avant, de l'IA qu'on avait avant. En revanche, si on revient maintenant à la révolution Web 3, donc l'IA, il vient automatiser des process que nous avons. En fait, il vient d'apprendre de nos données. Moi et vous, on n'a pas le temps d'aller chercher toutes les données sur Internet sur une question. Heureusement qu'on a un petit robot qui s'appelle GPT. Alors c'est grand, mais c'est quand même une petite fonctionnalité d'aller chercher l'info. C'est tout ce qu'il fait. Et heureusement qu'il arrive à la chercher un peu intelligemment. C'est la moindre des choses qu'on peut lui demander. On oublie, tu as raison de rappeler que c'est un chatbot. Ce n'est qu'un chatbot. Ouais, c'était un robot conversationnel en fait. Alors c'est un moteur conversationnel, c'est une requête de recherche. C'est un concurrent à Google. La preuve que je vous ai dit, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk qui a insufflé Google okay. Parce qu'il a eu un conflit avec Larry Page. Ah, je savais pas ça. Donc c'est un égo d'homme. C'est l'histoire de GPT, elle est aussi un égo d'homme. Alors Elon Musk, il n'est pas le seul derrière OpenAI, mais c'est sa force et son alimentation qui l'a ramené à ce qu'il est aujourd'hui. Bon, si on revient à la révolution Web 3, elle est beaucoup plus fondamentale. Elle ne vient pas changer la partie superficielle. Elle n'automatise pas quelque chose au bout de la chaîne. Elle vient changer toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, GPT, il apprend des données. Le Web 3, c'est une analyse. Enfin, ceux qui ont inventé la blockchain, comme Satoshi Nakamoto, comme Vitalik Buterin et les autres avec Ethereum, ils ont dit, on a un système, un stack, Internet, puis Web 3, puis Web 2, puis Web Apps, c'est technique ce que je dis, mais voilà, Internet fonctionne comme ça, et ben je vais mettre une feuille blanche et je vais reconstruire autre chose. Donc ils ne viennent pas au bout de la chaîne mettre de l'IA et se baser sur la chaîne existante. Sur la chaîne Internet classique. Ils viennent changer complètement la chaîne de valeur. Typiquement, on va prendre l'exemple de la monnaie. Là, c'est peut-être un lien vers la monnaie. Oui. Avec Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Oui, tu es en train de faire ma transition. C'est comment on passe de l'IA à la blockchain et comment surtout les deux vont fonctionner main dans la main. C'est un très bon exemple, Bitcoin, sur le changement d'une chaîne de valeur et pas son automatisation. L'IA qui vient automatiser un peu les données sur Internet, Bitcoin, il dit, c'est pas comme ça que je vois moi la monnaie. En gros, je suis incapable d'aller améliorer un peu, optimiser un peu le système bancaire et interbanque centrale, et Visa, Mastercard et Swift, il est tellement compliqué que je vais reconstruire tout de zéro.
Oui, donc ce que tu dis, c'est qu'en Et fait... pardon, GPT, il n'est pas capable de faire ce travail. Donc ce que tu dis, c'est que l'IA, en fait, c'est une surcouche technologique qui vient sur un Internet qu'on utilise tous les jours et qui vient amener de l'optimisation. C'est un outil. On amène de l'optimisation, de l'automatisation, de la performance. Elle est très belle, hein. Et c'est super. Voilà, mais ce n'est qu'une couche superficielle. Voilà. Et à côté, on a la blockchain qui, elle, ne s'inscrit pas sur l'Internet classique, qui crée un nouveau système, un nouveau protocole, un nouveau système de fonctionnement, qui vient créer de nouveaux mécanismes pour de nouvelles fonctions. Alors, Bitcoin pour la fonction monétaire et Ethereum pour plein d'autres fonctions. Mais là, si j'image ce que tu dis, je vois 2 grandes colonnes sans intersection. En fait, c'est peut-être pas 2 colonnes. Il y a une qui est colonne, c'est Web3, c'est très profond, donc c'est une colonne. Et l'autre qui est un toit, ou un balcon, ou un étage. Et c'est l'IA. Donc Moi, ils sont perpendiculaires. Ouais, moi, je le vois comme une couche de lasagne, quoi, que tu mets en plus. Je vais donner un détail supplémentaire. Il y a un théorème fondamental mathématique qui dit que l'IA ne sera jamais divergente. Alors ça veut dire quoi, l'IA ne sera pas divergente? C'est rassurant pour l'humanité, entre guillemets, ce théorème fondamental mathématique. Ça veut dire que l'IA ne dépassera jamais une intelligence qu'on ne peut pas calculer d'avance. Elle converge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a une très grande quantité de données et on a un excellent modèle d'entraînement sur ces données, on peut prédire d'avance c'est quoi le niveau d'intelligence artificielle qui va sortir. Elle va être supérieure à ce que Michel a en intelligence dans le domaine de la sécurité peut-être, même les paiements, alors que je suis expert dans ce domaine. Il y a plein d'autres experts. La somme d'intelligence de tous les experts est forcément supérieure à mon expertise seule. Et l'IA, elle peut aller chercher la somme. Ok. Voilà. Mais elle ne dépassera jamais ce qui est prédictible sur la somme. Ça peut être un peu plus que la somme parce qu'on peut multiplier la connaissance de certains, mais c'est prédictible. Et donc on peut toujours aller créer une autre IA qui la dépasse. Et donc il suffit que les humains, l'intelligence humaine vienne pour entraîner un meilleur modèle sur de meilleures données, atteindre un niveau convergent, prédictible, rassurant, supérieur à l'autre. Alors, il y a des exemples réels. Ce que je dis, c'est pas de la science-fiction et c'est pas de la théorie théoricienne. Prenez les jeux d'échecs. Alors j'adore ce jeu-là, je suis un peu professionnel dans ce jeu-là aussi. Et donc, en gros, lorsque Deep Blue il a perdu contre Garry Kasparov, IBM, elle est partie, elle a entraîné un peu mieux le modèle avec Deeper Blue pour faire un peu plus de calculs. Par exemple, Garry Kasparov, imaginons qu'il fait 10 calculs d'avance dans sa tête, 10 coups d'avance. Il suffit que la machine fasse 11, elle a une grande probabilité de le battre. Et c'est ce qui s'est passé entre Deep Blue et Deeper Blue. Ils ont augmenté la taille de calcul. Stockfish, il est venu, il fait parfois 20, 25 coups d'avance, c'est énorme. Sur mon petit smartphone, je peux gagner contre le data center de Deeper Blue à l'époque. Et qui a déjà 25 ans, c'était fin des années 90. Ouais. Oui, tout à fait. Sauf que Garry Kasparov, il a été brisé. Psychologiquement, c'était un coup dur pour l'humanité. D'ailleurs, parenthèse, il s'en est jamais remis humainement. Hein. Non, c'est vrai, racontez. Oui, c'était le plus grand joueur d'échecs russe à l'époque, enfin soviétique d'ailleurs. Même de l'histoire quasiment. De l'histoire, oui. Et de se faire battre par une machine, mais il ne comprenait pas du tout comment fonctionnait une machine. Lui, c'était un joueur d'échecs pur et dur. Et ça l'a détruit psychologiquement, de dire une machine m'a battu, alors que je suis le plus grand cerveau humain. Parce que le nombre de combinaisons aux échecs, c'est une puissance 10 000, enfin c'est quasiment l'infini. Et lui se targuait de dire, moi je connais toutes les combinaisons possibles aux échecs. Quasiment. Il pouvait calculer des coups d'avance supérieurs à tous les autres. Voilà. Et c'est comme ça qu'il était génie. En gros, Stockfish est venu, puis AlphaZero, donc Google avec son IA, elle a entraîné un modèle sur pure IA. Le moteur, il a joué avec lui-même, il a appris tout seul. Et il est arrivé à un modèle, il battait Stockfish. Stockfish, maintenant, a appris lui aussi avec de l'autre IA. Il bat maintenant AlphaZero. Donc, il n'y a pas un problème de dire l'IA est trop dangereuse. Au contraire, c'est des équipes humaines, c'est des ingénieurs, encore une fois. C'est eux qui créent l'intelligence de cette intelligence artificielle. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut être rassuré sur les craintes contre l'IA. En revanche, il faut l'adopter. Ok, mais là, je reviens sur mes 2 colonnes. Oui. Donc tu dis il y a une colonne verticale très profonde, elle travaille sur le modèle de la finance, le modèle de l'identité numérique, les modèles sur la transparence, sur l'authenticité, on connaît les valeurs de la blockchain. Et puis on a l'IA, tu dis ok, l'IA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avale de la donnée, elle la traite, et puis il y a un déclencheur qui est le prompt et elle se déclenche. Ok. Moi, j'ai toujours la question et c'est ce que je dis quand je donne des formations, je dis, ok, elle avale de la donnée. Mais moi, si je raconte des conneries sur mon site internet et qu'elle avale cette donnée, elle risque de recracher de la connerie.
Oui, bien sûr. Ok. Shit in, shit out. C'est un joli comme proverbe. dans la blockchain, d'ailleurs. Un joli proverbe. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a l'obligation, nous, en tant qu'êtres humains, de développer son esprit critique, Ah oui. d'aller challenger la réponse, d'aller amener, nous, notre jus de cerveau sur qu'est-ce que je pense de cette réponse. Oui, parce qu'actuellement, l'IA qui sort, par exemple, le GPT ou même d'autres formes de large language models, ils sont très manipulables. Il suffit de dire au GPT que cette information a eu lieu, il va s'excuser du prompt qu'il a eu avant, il va dire « Ah oui, effectivement, elle a eu lieu », alors qu'elle n'a pas eu lieu. C'est simplement vous inventez le meurtre d'une personne qu'il connaît d'avance, il va dire « Ah oui, pardon, je m'excuse, je me suis trompé, effectivement, il a été assassiné par telle personne », alors que vous avez inventé une histoire de zéro. Parce qu'il fait une complétion, il complète une phrase, c'est tout ce qu'il fait. Okay. Alors, il va aller tester des choses dans sa connaissance, s'il ne trouve pas, il va remplir le vide, par des infos parfois que nous, on peut rentrer. Donc, il faut être très, très méfiant dans les réponses qu'il donne. Elles sont pas assez matures. Et ce que je veux faire comme lien, c'est, si je descends dans la colonne de la blockchain, elle travaille sur... Complètement autrement. L'authenticité, ouais. Elle vérifie, elle valide la donnée. Donc, comment tu peux faire le lien entre comment la technologie de la blockchain, à l'heure de l'IA, comment on peut venir vérifier, valider, authentifier. Comment tu passes d'une colonne à l'autre. Et j'en profite pour dire qu'on parlons des deepfakes, qui est une plaie aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je peux faire une vidéo, les gens vont dire non, je ne te crois pas que ce soit toi qui me parles, en fait. Et donc, l'idée, c'est ça, que la blockchain dise oui, c'est Benjamin ou Michel qui vous parle. La preuve, il y a un token sur la blockchain. C'est un cas d'usage dans lequel il y a un vrai lien entre les deux. C'est le fait que l'IA peut dire ce qu'elle veut, mais elle n'a pas les clés de l'identité elle-même qui sont détenues sur une blockchain, par exemple. Et là, la personne peut dire, il n'y a que moi qui peux authentifier, et voici la preuve, si c'était moi ou pas moi. Ou voici la preuve que c'est moi la personne qui possède cet actif ou pas. Donc voilà, ça c'est un cas d'usage de lien entre les deux. Si on reprend Bitcoin, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il a dit, je ne veux pas optimiser le bout de la chaîne de valeur, qui est la banque, Visa, Mastercard et Swift, je vais changer toute la chaîne de valeur. Encore une fois, l'IA ne peut pas du tout réfléchir d'une façon à changer comme ça une chaîne de valeur. Ça, c'est une intelligence humaine, et parfois, c'est même une singularité. Ça veut dire, c'est une personne dans son coin qui peut arriver à ça. Alors forcément, il est en lien avec plein d'autres pour arriver à ce stade, comme Satoshi Nakamoto. Donc, pour parler de ces deux révolutions, blockchain, elle est beaucoup plus profonde parce qu'elle vient faire quoi ? Si on prend Uber, c'est un bon exemple. Si on prend Uber qui est une société centrale, ou bien Hotelbeds, je vais donner ces deux exemples. Hotelbeds, c'est une société centrale qui fait le lien, la banque des chambres d'hôtel au monde. Tous les chambres d'hôtel au monde, ils sont déversés chez Hotelbeds par des contrats entre les hôteliers, Accor, Holiday Inn, etc. Et travelhotel.com, Kayak, enfin pas Kayak, les autres, les agrégateurs pour les recherches de chambres d'hôtel, ils ont un contrat qu'avec Hotelbeds. Comme ça, nous, on fait une recherche sur le site web de Booking.com ou Hotel.com. Hotel.com n'a pas des contrats avec tous les hôtels de la planète. C'est impossible, quoi. Il passe par cette banque de chambres d'hôtel. C'est une entité centrale qui, en Espagne, par exemple, son business model peut être complètement changé par la blockchain. S'il y a une blockchain entre les hôteliers, tous les hôtels peuvent déverser les prix et les disponibilités de leur chambre d'hôtel sur la blockchain par des smart contracts. Les personnes comme Hotel.com ou Kayak ou les autres peuvent payer un accès à ce service. Ils payent déjà Hotelbeds, hein, je n'invente pas quelque chose qui n'existe pas, ils payent déjà Hotelbeds. Mais là, ils paieront beaucoup moins sur la blockchain pour avoir l'accès à la donnée. Les smart contracts vont répondre, vont vous trouver votre meilleure chambre d'hôtel, disponibilité, etc. Il n'y a plus besoin de ce tiers de confiance qui est maintenant millionnaire, milliardaire, grâce à ce service utile qu'il rend à l'économie. Oui. Il n'y a plus besoin. C'est pour ça qu'on dit, la blockchain, elle est beaucoup plus disruptive que l'IA. Oui, mais elle a un gros défaut. L'industrie de la blockchain a un gros défaut que n'a pas l'IA, parce qu'elle a été pensée par des gens qui viennent des GAFAM. Et donc, ils viennent de quoi ? De l'expérience utilisateur. Donc, ils savent que l'adoption massive, elle passe par une expérience fluide. L'industrie de la blockchain, moi, après 2 ans, limite, je suis en burn-out. Hein. Franchement, c'est hyper contraignant pour le consommateur. C'est limite pas fait pour le consommateur final. C'est presque quelque chose de très B2B, enfin business to business. Mais alors que ça devrait être accessible au consommateur, ça viendra. Mais le problème d'une technologie, c'est que s'il n'y a pas d'adoption, elle disparaît.
Parce que s'il n'y a pas d'usage, les startups ne fonctionnent pas. Maintenant, les banques, les gens oublient, et toi, Michel, tu vas nous le rappeler, les gens, ça a mis 30 ans à faire comprendre aux gens ce qu'est une carte bancaire, ce qu'est un code PIN, ce qu'est quand on perd sa carte, qu'est-ce qu'il faut faire, aller tirer du cash, tu te souviens, moi je me souviens à l'époque où les salaires étaient payés en cash, il y a encore 30 ans. Hein. Avec une enveloppe, oui. Avec une enveloppe, même moi, j'ai vu un peu ça, au tout début de ma carrière. Donc toi, tu fais le lien entre l'histoire de la blockchain qui aujourd'hui a du mal à se faire adopter, C'est parce qu'elle est beaucoup plus profonde, Claudia. Oui. C'est pour ça qu'elle commence difficilement dans l'adoption, parce qu'elle n'est pas faite d'abord pour l'adoption. Oui, mais elle travaille sur la confiance. Ouais, c'est la technologie de la confiance. Sors dans la rue et demande aux gens s'ils ont confiance en la blockchain. En fait, c'est comme dans la vie. Tu sais, dans la vie, parfois, t'envoies un message. Les gens se disent « cette fille, elle a l'air sympa, etc. » Et en fait, pas du tout, elle n'est pas du tout sympa. Tu vois, t'envoies le message contraire de ce que tu es profondément. Alors, je ne veux pas confondre les fake news contre les cryptos avec le bon argument que tu as dit. Elle est très difficile à adopter par monsieur et madame tout le monde. Le fait qu'elle, parfois, elle a une image négative, c'est très souvent lié juste à une méconnaissance. Alors, je vais répondre d'abord à ces préjugés, parce que tu as fait allusion à ces préjugés-là. Lorsqu'on parle que les crypto-monnaies ont une image sale, blanchiment d'argent, financement de terrorisme, tout ce qu'on fait, même maintenant avec la guerre dans le Moyen-Orient, on a revu encore. Et puis consommation énergétique, et ça, on va t'interroger après là-dessus. Je vais répondre d'abord sur la partie transactions illicites. Lorsqu'on sort des statistiques en disant que, par exemple, les transactions sur blockchain qui sont sales sont de l'ordre de 0,2%, contre 4% en euros, dollars, etc. Pour le cash, ouais. Même les banquiers centraux se posent la question, mais d'où sortent ces chiffres? C'est forcément faux, parce que tout est inconnu sur les blockchains. Tout est anonyme. Alors c'est justement leur réponse prouve qu'ils ne connaissent rien comment ça fonctionne. Toute transaction sur blockchain est traçable, alors que toutes les transactions sur l'euro ne le sont pas. Une banque peut avoir une patte sur une transaction, ça veut dire qu'elle connaît un bout de la transaction, l'autre banque connaît l'autre bout, et si la monnaie circule, c'est dans des silos fragmentés comme ça. Lorsqu'il y a une investigation à faire sur l'euro ou sur un paiement en euros ou en dollars, il faut aller contacter toutes les banques, demander peut-être par un juge, peut-être directement à la banque de donner certaines informations. Ça prend une éternité pour tracer une information bancaire et paiement. En revanche, sur la crypto, c'est fait en temps réel, instantanément. Donc, les statistiques ont prouvé, année après année, que 0,2% de transactions illicites sur blockchain contre 4 à 5% sur fiat. Donc, c'est beaucoup plus propre, mais infiniment plus propre que les transactions en euros et en dollars, en pourcentage et en montant. Voilà. Donc ça, c'est une question, elle est complètement une question de connaissance. Les gens s'y connaissent pas. On leur dit que c'est sale. Ils vont dire, ouais, peut-être que c'est sale, c'est un expert qui a parlé. Mais malheureusement, ces experts connaissent un bout, mais pas l'autre. Ils connaissent les fiat, mais pas l'euro, pas la blockchain. Donc voilà. Sur l'énergie, on en reparlera après. Mais juste pour finir là-dessus, c'est intéressant. Est-ce que c'est la presse qui déforme cela pour faire du sensationnalisme, pour vendre du papier, ou est-ce que la presse est manipulée par un système financier international qui ne veut surtout pas de Bitcoin? Finalement, maintenant, ils ont compris qu'ils allaient peut-être l'adopter, enfin, à voir. Mais tu vois, est-ce qu'il y a manipulation derrière, ou est-ce que, comme d'habitude, c'est une nouvelle technologie, donc on se méfie, quoi? Moi, je dis que c'est par méconnaissance, parce que je les laisse leur, comment dirais-je, une chance à naïveté, oui. Mais est-ce que, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de ChatGPT, par exemple, on ne parle pas d'argent. Alors que quand on parle de blockchain, ça touche à la finance d'une façon ou d'une autre. C'est le système monétaire. Ça vient remplacer un système monétaire. Mais laissez-moi finir, les mecs, là. Donc, ce que je veux dire, c'est que, est-ce que finalement, c'est pas aussi pour ça que c'est compliqué de l'adopter? Oui, c'est compliqué de l'adopter parce que toute l'industrie ne fait pas l'effort de l'expérience utilisateur. Ils n'ont pas encore compris ça. Mais ils vont y venir. OK. Et puis, si ça passe par les banques, ça va forcément être plus fluide. Mais ça touche à l'argent. Et l'argent, c'est vraiment... c'est tellement personnel, la relation à l'argent. C'est le sang de l'économie. Oui, mais c'est plus que ça, c'est la valeur que tu t'octroies, la valeur de ton travail, la responsabilité de la famille. L'argent, c'est le cœur, quoi. Et donc, c'est touchy. Et donc, tu fais le parallèle entre, oui, c'est difficile parce que c'est fondamental, mais c'est aussi fondamental qu'il y a 30 ans, quand on devait adopter la carte. Ça a mis moi, je me rappelle mon père qui était un peu réfractaire au début, et puis après, ça a marché. Mes parents aussi étaient réfractaires. Donc, c'est difficile. Mais tu as posé une question plus fondamentale que le paiement lui-même, c'était la monnaie, l'argent. Oui. J'ai envie de répondre aux deux. Vas-y, c'est là pour ça. Il y a des très grands débats sur c'est quoi une monnaie.
Mais jusqu'aujourd'hui, et ça c'est un truc hallucinant, c'est que les gens ont encore des débats sur la définition d'une monnaie. Aujourd'hui, en 2023. Ça fait même 2000 ans, je crois, qu'il y a encore débat. Même plus. Aristote, c'est encore plus vieux que ça. Voilà. Donc moi, lorsque nous avons créé le glossaire des crypto-paiements, nous étions un comité qui faisait les définitions, il y avait des banquiers centraux, économistes, ingénieurs, etc. On a mis 6 mois pour définir le mot monnaie. Et même les banquiers centraux s'engueulaient entre eux pour définir ce terme-là. Bon, alors, c'est quoi une monnaie ? Souvent, on rappelle ses attributs. Je suis désolé, c'est pas une définition. Les attributs, c'est si je dis Benjamin, il a 2 pieds et 2 jambes, c'est pas sa définition. Il marche. Et si je dis qu'il marche, il y a l'un qui découle de l'autre. Le fait de marcher, ça découle du fait d'avoir 2 pieds. Et donc, lorsqu'on dit que c'est une réserve de valeur, unité de compte et moyen d'échange, ils sont pas à pied d'égalité. C'est 3 attributs, adjectifs d'une monnaie. Tu peux juste rappeler, c'est Aristote, à l'époque. Alors, Aristote, il a dit c'est une mesure du travail. Il n'a pas parlé de ses attributs. Ces attributs, à ma connaissance de mémoire, ils viennent d'historiens romains et d'économistes romains. Lorsqu'ils ont essayé de parler de la monnaie romaine, ils ont donné ces attributs à la monnaie. Tout le monde les répète jusqu'aujourd'hui, à raison. Mais tu peux redéfinir donc les 3. Oui, redis-nous les 3. Oui. Alors, souvent on parle de réserve de valeur. C'est quelque chose, c'est transporter la valeur dans le temps. Donc il y a un espace-temps là. C'est l'économie. Voilà, c'est un axe-temps. Je fais mon bas de laine. Je parle même fondamentalement, scientifiquement, c'est un peu théorique, mais c'est utile de le dire comme ça. C'est transférer une valeur, alors monétaire, argent, pouvoir d'achat, le transférer dans le temps. Oui. Si je l'enterre dans mon sous-sol, dans 100 ans, qu'il puisse acheter quelque chose. C'est que je reçois un salaire, je ne veux pas le dépenser aujourd'hui, je veux le dépenser dans 100 ans. Exactement. Voilà. Oui, mais ton salaire, tu ne peux pas le transporter dans le temps avec une inflation. Alors en principe, c'est le principe d'une monnaie. Alors les billets de banque, par exemple, tu le mets sous le matelas et 100 ans après, tu ressors tes billets de banque. Une réserve de valeur ne veut pas dire valeur constante dans le temps. Okay. C'est transporter une valeur qui peut fluctuer dans l'idéal vers le haut. Au pire. C'est ce que j'allais dire, avec le risque qu'elle perde cette valeur. Voilà. Mais voilà, ça c'est un premier attribut. C'est comment je peux économiser mon travail pour demain. J'ai peur de demain, je veux sécuriser demain. Je travaille aujourd'hui pour que demain je sois mieux. Ok, mais on est d'accord que dans les années 60, la réflexion dans quoi je vais mettre mon argent pour le protéger et le transporter dans le temps n'est pas la même réflexion aujourd'hui en 2030. Ah oui, absolument pas. Oui. Ok, donc ça peut bouger dans le temps. Oui. Ok. C'est pour ça que la monnaie, elle a évolué. Mais typiquement, une monnaie, elle doit avoir d'abord cet attribut, ou d'abord ou pas d'abord, c'est le débat. Ensuite, elle doit avoir un deuxième attribut, c'est de pouvoir faire des transactions dans l'espace. C'est-à-dire que je veux vendre un produit de la Chine vers les États-Unis, je vais ramener ce produit de la Chine vers les États-Unis et les Américains vont payer les Chinois avec le dollar. Donc c'est dans l'espace. Il y a l'espace et dans le temps. Voilà. Et ensuite, il y a l'unité de compte. C'est je veux mesurer ces 3 ou ces 10 ou ces 100, juste pour donner un ordre de grandeur, ce qu'on appelle le prix. Voilà. Ça c'est 10, ça c'est 20, euros, dollars, autre monnaie. Donc l'unité de compte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques contre Bitcoin qui ne peut pas être une unité de compte parce qu'il fluctue, donc il ne répond pas à un des 3 attributs, donc ce n'est pas une monnaie. Mais l'euro et le dollar, ils fluctuent aussi. Idem pour l'or, c'est ça. Unité de compte que les gens comprennent, c'est si tu veux 5 euros, c'est facile à te trouver 5 euros. Mais si tu veux l'équivalent de 5 euros en or, il faudrait que je pèse l'or, que je te fasse. Depuis 100 ans, un peu plus que 100 ans, c'était une pièce d'or sur laquelle c'était écrit 2 francs, 5 francs, etc. Ouais. Donc c'était le cas, c'était une unité de compte, on l'a démonétisé. L'or a été démonétisé officiellement. Ah oui, ok. Il était une monnaie avant. Donc actuellement, Bitcoin, il n'est pas à 100% une monnaie à cause de cette accusation-là. Il n'est pas une unité de compte. Il n'est pas une unité de compte parce que si je donne un prix 100 Bitcoin pour ça, et si demain ça devient 300, et après ça devient 5, ça fluctue, donc c'est pas utile comme une unité de compte. En taux de change, ça fluctue, mais si tout était en Bitcoin, mon salaire et le supermarché... Sans même notion de monnaie, imaginons qu'il y avait sur Terre que Bitcoin comme monnaie. Voilà. Et imaginons, alors c'est très théorique ce que je dis, mais si je donne le prix de cette bouteille de vin de 1 Bitcoin par exemple, et que demain elle va devenir 5 et qu'après-demain elle va devenir 0,2, sans qu'il y ait un taux de change, juste le prix, il fluctue et c'est pas logique. Le marchand décide de le vendre plus cher. Parce que l'objet, il est encore le même. La valeur. L'objet, il est encore le même. Mais le vendeur, il veut plus en argent. C'est ce que je dis, le marchand veut plus. Voilà. Et maintenant, j'aimerais vous présenter un partenaire qu'on aime beaucoup.
Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily, la voix incontournable de l'actualité Web3. Tu es passionné de crypto, de NFT et de métaverse. Tu cherches une source d'information fiable pour rester informé des dernières actualités. Ça tombe bien, le Crypto Daily te propose un podcast quotidien t'offrant l'actualité Web3 en seulement 10 minutes du lundi au vendredi. Dedans, je te décrypte toutes les news des dernières 24 heures de manière claire, concise et surtout passionnante. Alors, si tu veux être à jour sur tout ce qui se passe dans le monde des cryptos et des NFT, écoute le Crypto Daily et rejoins la révolution Web3 dès maintenant, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Mais aujourd'hui l'euro, on le voit, on va faire ses courses à l'intermarché, tout coûte beaucoup plus cher qu'il y a 2 ans. Donc c'est aussi fluctuant. Mais c'est pour ça que la Banque centrale, elle a une seule mission, c'est de garder la valeur, c'est de garder l'inflation à un taux contrôlé. Ça veut dire que les prix puissent un peu fluctuer, mais pas beaucoup. Ça, c'est les 3 attributs. Les 3 attributs de la monnaie. En revanche, si on veut donner une définition, c'est là où Aristote il avait dit une monnaie, c'est une mesure du travail. Il a été en conflit avec son homologue et collègue Platon, qui lui dit ah non, c'est juste une convention sociale. Et sur ce débat-là, ils ne sont pas à égalité tous les deux. Alors, je vais faire le lien entre les attributs et la définition. Dire que c'est une convention sociale, c'est historique. C'est-à-dire, en Assyrie, en Babylonie, même en Égypte, en Perse, les anciennes civilisations n'avaient pas tous des monnaies au sens que nous l'entendons aujourd'hui. Ils tenaient des registres. Alors, des registres d'argile cunéiforme, en Irak aujourd'hui. Ça veut dire que Michel, il doit à Benjamin 20 têtes de vaches qu'il doit rendre au bout d'un certain temps à, pas 20, mais 27, avec un taux d'intérêt. Et donc le paiement, c'était ça le paiement, c'était rembourser cette dette avec le taux d'intérêt. Le prix, c'était 7 têtes de vache. Donc c'était ça, les paiements, c'était une convention sociale. Il n'y avait pas besoin d'un objet lui-même qui était utile pour le paiement en soi. Parce qu'il n'y avait pas de barter, il n'y avait pas d'échange. C'était pas du blé contre une vache, non. C'était sur le registre, je devais payer le taux d'intérêt, 7 vaches de plus, ou brebis, ou autre chose. Mais c'est le registre lui-même. Donc la blockchain, entre guillemets, la blockchain historique, écrire en cunéiforme, c'était de la cryptographie. Il n'y avait que les scribes qui savaient écrire en cunéiforme et lire en cunéiforme. Donc c'était un tiers de confiance qui faisait de la sécurité et qui avait sur le registre. Jusqu'à ce que plus tard, en Troie, et en Tyr d'ailleurs, même en Phénicie, ils ont inventé une pièce de monnaie en or et en argent. La Phénicie, qui s'appelle le Liban maintenant, pays dont tu es originaire. Oui, tout à fait. Et on adore ce pays. Bon, bref, là, on divague. Ouais. Mais attends, j'ai une question. C'est que tu es en train de nous dire que la blockchain a été inventée il y a 3000 ans. Ah oui, alors là... et donc, sur le registre, c'est intéressant. Aujourd'hui, un registre de propriété, ça s'appelle un cadastre. Quand on achète un appartement, on est propriétaire au cadastre, mais sinon, personne ne le sait. Il faut consulter un cadastre. Et la blockchain, on est propriétaire d'un bitcoin si on consulte le grand livre Bitcoin qui dit oui, Michel, il est bien propriétaire d'un Bitcoin. Oui, mais attends, parce que je voudrais revenir, parce que Benjamin a dit, tu nous dis que la blockchain a été inventée il y a 3000 ans. Oui, mais il n'y avait qu'un registre. Ah oui, il n'était pas distribué. Ah si, il y avait des copies. C'est-à-dire que le vendeur avait une copie, l'acheteur avait une copie, le tiers de confiance avait quelques copies. Alors, c'était très minime. Et ce n'était pas un seul registre. Il y avait un registre pour cette transaction, un autre registre pour une autre transaction. Donc voilà, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la blockchain d'aujourd'hui. Mais comme vous remarquez, dans ce système de convention sociale, il n'y avait pas de monnaie. Donc la définition... Il y avait des dettes. Il y avait un registre. La monnaie, c'est des dettes. Il y avait un registre sécurisé, non falsifiable, et vérifiable par tous. Si on peut aller voir le cadastre. Voilà. Mais il manquait la monnaie. Et c'est lorsque la monnaie a été créée, la définition d'Aristote, elle fait sens. Platon, c'était une convention sociale, c'est ça insuffisant. L'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi la monnaie est une... Vous aviez une remarque sur la partie... J'aimerais juste finir pour que les gens comprennent, c'est que finalement, dans une société en autarcie, où on est, 10 000 personnes à se connaître, en gros, il n'y a même pas besoin de monnaie, puis il y a juste besoin du registre. Genre, je t'ai vendu quelque chose, on met dans le registre que maintenant c'est à toi, puis tu le revends à quelqu'un, on met dans le registre que maintenant c'est à l'autre, et on n'a pas besoin de billets, en fait. Oui, parce que qui tient le registre, c'était le grand problème. Voilà. Et ce problème n'a pas eu lieu lorsqu'il y avait une seule civilisation. Lorsque les Assyriens étaient quasiment la plus grande civilisation et quasiment la seule, c'était l'une des premières civilisations, elle a inventé l'histoire, c'est ceux qui ont inventé l'écriture, on va dire ça comme ça, il n'y avait pas besoin d'autre chose. Mais lorsqu'il y a eu l'Égypte d'un côté, les Hittites de l'autre, je donne des choses réelles, les Phéniciens d'un côté, intermédiaires entre les trois, les Perses, il fallait faire du commerce entre ces gens-là.
Et pour faire du commerce, si que les Assyriens détiennent le registre, ça marche Et pas. voilà, exactement. Et donc le parallèle, c'est aujourd'hui Bitcoin, c'est le grand registre mondial, consultable par tout le monde, de confiance, parce que, pour plein de mécanismes. Mais je voudrais quand même revenir sur la monnaie, parce que Richard Détente, il nous a expliqué une histoire, il raconte toujours des histoires, j'adore, il est fascinant. Je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode qu'on a fait avec lui. Il nous expliquait qu'il avait été en Afrique, et qu'en Afrique, il y a des grands billets, donc c'est le En Centrafrique, il était le franc CFA. CFA, oui. Et donc il n'y a pas de monnaie, puisque la France contrôle le pays en n'imprimant pas de petites coupures. Et donc les gens, en fait, ils achètent un pain. Je suis le boulanger et je lui dis, je fais un petit papier qui dit que tu me dois. Non, je te donne un billet de CFA. Oui, c'est 100 francs CFA, il n'y a que des grosses billets, des grosses coupures. Ça vaut 50 pains, mais je n'ai besoin que d'un pain. Donc, je te donne un petit papier qui dit qu'en fait, tu as droit à 450 pains. Tu repars chez toi, tu dis, mais moi, je n'ai pas besoin de 450 pains. Donc, je revends mon papier à quelqu'un qui a besoin d'un pain. Il retourne chez le boulanger dit, OK, 450 moins 1. Là, il n'y a pas de registre. C'est juste en fait, du transfert. Mais c'est de l'autarcie, c'est dans un petit cercle. C'est pas scalable. Oui, mais je peux faire le lien avec la monnaie qui se passe, donc qui se transfère de l'un à l'autre. Mais donc là, effectivement, il n'y a pas de lien avec la blockchain, mais il n'y a pas besoin de monnaie. Le petit papier fonctionne bien. Alors, c'est comme dire, on n'a pas besoin d'Internet. Effectivement, on a vécu sans Internet, ça a marché un peu. Mais on ne peut pas dire que sans Internet, c'est mieux. Internet, elle apporte beaucoup de choses à l'humanité. Et typiquement, il n'y avait pas de monnaie avant certaines civilisations. Ça ne fonctionnait que bien entre eux, mais ça ne pouvait pas scaler sans la monnaie. La monnaie était essentielle pour accélérer la croissance des civilisations. Donc, parlons maintenant d'aujourd'hui. On est dans une société numérique très avancée, et cette société numérique va exploser, va littéralement nous projeter, mais nous prolonger dans le numérique. On était sur le Bitcoin, est-ce que c'est une monnaie ? Qu'est-ce qu'une monnaie ? Justement, dans cette société numérique, terminer, Bitcoin a tout son sens. C'est ça pour terminer sur ces trois attributs et le lien avec la définition de la monnaie, et ça c'est très fondamental. C'est pour ça que j'insiste. Ces trois attributs ne sont pas à pied d'égalité. Dire qu'une chose est d'abord une réserve de valeur et que la réserve de valeur donne naissance à une unité de compte et à un moyen de paiement, pour moi c'est faux. Il y a certains qui le disent, ma thèse elle est contraire, elle est la suivante. Le fait qu'une monnaie devienne une réserve de valeur, ça veut dire qu'elle transfère la valeur dans le temps. Et le seul mécanisme qui fait transférer une valeur dans le temps, ce n'est pas qu'elle soit elle-même réserve de valeur, parce que c'est la définition de la même chose. Elle doit circuler. Ça veut dire que Michel doit payer Claudia, Claudia doit payer Benjamin, Benjamin doit payer Georges, etc. Entre-temps, au bout de par exemple une semaine, un mois, un an, 100 ans, Michel, il va sortir encore un autre lingot d'or ou une autre monnaie X. Elle vaudra quelque chose parce qu'entre-temps, elle aurait circulé. Si ça ne circule pas, elle ne serait pas une réserve de valeur. Typiquement, on prend le lingot d'or. Si les gens, au bout de 100 ans, arrêtent d'utiliser l'or, il n'aura plus de valeur. Il n'aura pas à transférer de la valeur dans le temps. Qui est quand même un contre-exemple, puisque l'or est là depuis 5000 ans. Parce qu'il circule. Est-ce qu'il circule ? Tout le monde l'achète. Toutes les banques centrales l'achètent. Ah oui. Les pays l'achètent. Les gens l'achètent en tant que bijou. Il circule, il a de la valeur. Alors le bijou, je crois que c'est 5%. C'est beaucoup plus. Ah, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Ah. La partie industrielle de l'or, non monétaire, elle est quasiment proche de la moitié. C'est aussi énorme que ça. Ah, c'est pas du tout ce que j'ai lu ou entendu. Mais oui, mais donc il dit non industriel. Non industriel, oui. C'est pas que les bijoux. Ça veut dire bijoux, téléphones, dans les smartphones, etc. Oui, il y en a dans les smartphones. Donc il y a une partie industrielle énorme dans l'or. Donc il circule. Alors, je reviens donc à ma définition. C'est quoi une définition d'une monnaie ? Je suis d'abord sur les attributs. C'est d'abord un moyen d'échange. Si ce n'est pas un moyen d'échange, il ne peut pas transférer la valeur dans le temps. Parce qu'il s'échange dans le temps, donc il transfère la valeur à chaque transaction un peu dans le temps, ce qui permet à quelqu'un de dire, au bout de 100 ans, j'ai encore un pouvoir d'achat avec cette monnaie-là. Et comme ça circule vite, c'est-à-dire les Anglais, ils sont assez intelligents, ils appellent ça currency, ça court, vraiment ça court. On appelle ça cours légal d'ailleurs, ici en France. Donc le fait que ça circule vite, ça stabilise le prix. Il est moins volatile. Comme un vélo qui court très vite, il ne tombe pas. Et donc comme ça court vite et il est stable, ça devient utile de donner un prix avec cette unité. Cette unité devient utile comme une unité de compte. Donc voilà, je ne dis, moi ma thèse, c'est de dire ce ne sont pas jamais ces trois attributs. Il n'y a qu'un seul attribut, c'est moyen d'échange, moyen de paiement. Et de ça découle réserve de valeur et
unité de compte. Excellent. Donc si le Bitcoin effectivement commence à être adopté réellement par le monde entier dans plein d'échanges, ça pourrait le stabiliser et stopper sa volatilité. Ouais. Et tu oublies un dernier truc quand même qu'on a appris avec Richard Détente, c'est que l'euro est une monnaie coercitive. La loi nous oblige à payer en euros, ce qui est dingue parce que... Bon, c'est un peu normal ça. Oui, c'est un peu normal. Mais bien sûr, mais dans l'histoire, on a eu des sociétés qui ont improvisé des monnaies puis qui ont été adoptées par usage en fait, par convention. C'est très ancien. Ouais. C'est très ancien. Ok, donc on a fait une belle boucle. Ouais. Je veux terminer encore un point sur la définition de la monnaie. Donc, qui a eu raison entre Aristote et Platon? Alors, on s'en fout aujourd'hui, mais c'est utile pour le Bitcoin. C'est mesure du travail, qui est la vraie définition d'une monnaie. Et c'est pas incompatible avec convention sociale. Quand je dis mesure du travail, ça veut dire que j'ai donné une valeur à l'énergie de quelqu'un. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Attends, très lié parce à que l'énergie. donc l'argent, donc ça voudrait dire que l'argent n'arrive à toi que parce que tu as travaillé. Ah oui, d'ailleurs, c'est même dans toutes les religions, en plus, c'est bien, on insiste là-dessus d'ailleurs. Hein. C'est très intéressant par rapport à... La monnaie, c'est de l'énergie. Et là, on va revenir à Bitcoin, qui est que de l'énergie. Puisque alors, j'aime bien les gens, d'ailleurs, parenthèse, les gens qui disent Bitcoin, c'est du vent. Il n'y a rien derrière. Si, derrière Bitcoin, il y a des millions de machines qui travaillent, qui font du calcul. Alors, on pourrait te dire, oui, mais du calcul, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, l'Internet, c'est que du calcul informatique. ChatGPT, ce n'est que du calcul informatique. On vit dans une société de calcul informatique, d'algorithmes. Oui, et donc Bitcoin, c'est ça. Et d'ailleurs, Bitcoin est tellement controversé pour son empreinte carbone, alors que personne ne critique OpenAI. Ils ne sont pas de même ordre de grandeur, mais effectivement, l'IA en général consomme beaucoup d'énergie. Mais Bitcoin consomme plus. Ça, on peut pas le nier, c'est normal. Mais la bonne question, c'est le comparer au monde bancaire et au paiement. Et c'était le but de mon papier qui s'appelait Bitcoin Cryptocurrency Payments Efficiency. En gros, c'est l'efficience énergétique de Bitcoin comparée à l'industrie bancaire. Pourquoi cette comparaison fait sens? Parce que les banques ont un premier job, c'est tenue de compte, émission monétaire et paiement. Alors, ils font aussi du crédit, ils font aussi de l'assurance, ils font parfois vendre des téléphones, mais la base, c'est ça. S'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent rien faire de Important, tu dis les banques font de l'émission monétaire. Tu vois, les gens ne savent pas. Les gens pensent que l'émission monétaire, c'est la Banque Centrale Européenne qui émet les euros. Pas du tout. Ouais, c'est compliqué. C'est les banques privées qui émettent. Mais bon, ça les deux. Non, mais on peut expliquer ça, parce que moi aussi, je pensais que c'était que la Banque Centrale qui imprimait. Alors, c'est quelque chose on va pas dire qu'il est caché, mais il est, comment dirais-je, c'est très niche. Les gens n'ont pas besoin de le savoir et c'est compliqué en général à l'expliquer. Donc, personne n'en parle. D'ailleurs, personne n'en parle des paiements. Hein. Donc, en gros, la Banque centrale, effectivement, elle émet de la monnaie, mais aussi les banques commerciales. Lorsque vous venez ouvrir un compte dans une banque, vous pouvez déposer de l'argent. Effectivement, la banque, elle peut l'utiliser pour donner un crédit. Mais typiquement, si vous avez déposé 100 000 euros, elle peut donner un crédit. Vous pensez 100 000 euros. C'est pas vrai, elle peut donner beaucoup plus, alors qu'elle ne les possédait pas. Et une fois qu'elle a fait un crédit, l'argent, il est sur le compte dans la banque. Imaginons qu'il n'y a qu'une seule banque. Et donc, la banque, maintenant, elle a déjà 100 000 euros de vous, plus, par exemple, 150 000 euros qu'elle vient de créer pour donner en crédit à quelqu'un d'autre. Elle possède une somme d'argent supérieure au capital initial, 200 000, 250 000, par exemple. Un troisième vient prendre un crédit, elle lui octroie 100 000 encore. Donc, elle va maintenant détenir 300 000, puis 400 000, alors qu'elle n'a commencé que par 100 000 et elle ne possédait rien, même au début. Quand Madame un tout petit Michu capital. achète un appartement et que la banque lui prête 200 000 euros, la banque vient de créer 200 000 euros. Voilà, alors j'ai très caricaturé. Il y a des règles pour faire ce travail-là, il y a des règles prudentielles, il y a BAL 2, BAL 3. Pour Solvency, c'est combien de quantité de crédit fractionnaire la banque a le droit de faire et combien d'itérations elle peut faire. Mais effectivement, la banque, elle émet de la monnaie. Alors, c'est pas complètement dingue. Les gens qui attaquent ça comme c'est inacceptable, inadmissible, il faut pondérer cette critique. Je suis un peu d'accord que c'est peut-être très dangereux, et c'est très dangereux. Mais en revanche, c'est contrôlé et c'est parfois utile pour l'économie. Parce que c'est une monnaie qui n'est pas garantie par de l'or, mais elle est garantie par le travail de la personne qui va rembourser le crédit. Ça veut dire que la monnaie que nous avons dans nos mains aujourd'hui, l'euro, le dollar, effectivement, il n'est pas garanti par l'or dans la Banque centrale, hein, c'est même officiel à la rigueur. Il est garanti par le travail de Michel, qui va travailler pendant 25 ans pour rembourser son crédit, plus un taux d'intérêt. Il va agrandir la masse monétaire. Il va rapporter, lui, la plus-value.
Alors, c'est bien et mal à la fois. Certains disent que c'est de l'esclavage moderne, parce qu'on va faire travailler tout le monde et prendre sur leur dos ce taux d'intérêt qui peut être élevé. Pour d'autres, c'est de dire, non, notre monnaie, elle est solide parce qu'elle est baquée par le travail de notre société. Donc, c'est des théories économiques. On ne peut pas les critiquer facilement. Et c'est plus fin parce qu'on sait que le dollar est baqué non seulement par le travail des Américains, mais par l'armée américaine. Voilà, donc par de l'hégémonie, par des phénomènes d'empire. Enfin voilà, c'est de la géopolitique. Mais c'est passionnant. D'ailleurs, on voit que c'est tout un ensemble, la monnaie. C'est très. Mais dans ce cas-là, si on veut critiquer Bitcoin, alors que j'aime beaucoup Bitcoin, je suis même taxé de maximaliste aussi, avec plaisir d'ailleurs. Mais si on veut critiquer Bitcoin, il reproduit la même hégémonie américaine. En termes de puissance armée numérique. Ok, on peut détailler. Tu parles des blocs, explique. Ah oui, c'est intéressant, explique ça. Les blocs où sont situés les mineurs, tu veux dire ? Exactement. Alors c'est une armée derrière Bitcoin qui sécurise Bitcoin et c'est l'armée la plus forte dans le monde numérique. Il n'y a pas de force de frappe numérique supérieure à Bitcoin aujourd'hui. Si par exemple la NSA, la FBI, la CIA, tous les data centers de Google, Apple, Facebook, tous les super ordinateurs chinois et tout ce que vous voulez se mettent ensemble et ils fassent une attaque numérique puissance de calcul, pour aller contre-attaquer la puissance de calcul des autres mineurs pour casser une seule transaction, ils n'ont même pas 0, et je pèse mes mots, j'ai fait les calculs, 0, des dizaines de zéros, enfin une dizaine de zéros, 1% de la puissance de calcul de Bitcoin. Il est tellement puissant qu'il a une souveraineté de puissance numérique qui dépasse de très très loin tout ce qui existe sur Terre. Donc ce que tu veux dire, c'est que il est inattaquable. C'est l'arme pas nucléaire, c'est l'arme hydrogène à la puissance 100 dans le monde numérique. Si ce n'est que parce qu'il est décentralisé. Alors, est-ce qu'il est encore vraiment décentralisé ? Oui, c'est la crypto-monnaie la plus décentralisée. Il n'y a pas plus décentralisé que Bitcoin. Oui, mais tu disais quand même qu'il y avait l'Amérique derrière. Des regroupements de mineurs dans des zones plus importantes à gauche qu'à droite. Le fait qu'il ait une suprématie ne veut pas dire que c'est une suprématie concentrée, déjà. C'est une suprématie de Total, de tous les mineurs qui se trouvent un peu partout au monde. Effectivement, aujourd'hui aux États-Unis, les États-Unis sont le pays qui a la plus grande force de minage. Mais c'était le cas de la Chine avant. Oui, c'est ça. Ça bouge. Il y a encore 3 ans, c'était la Chine qui a 60% des mineurs. Mais un peu moins. L'Amérique a quoi, 20% des mineurs. De mémoire, elles sont maintenant à 30, 35, 30 avec le Canada. J'ai plus ça en tête. Ouais. Mais vous voyez, c'est pas 51%. Ouais. Et même s'ils dépassent les 51%, et même s'ils sont soumis à une commande d'un pirate ou d'un dictateur qui leur dit « cassez-moi une transaction, cassez-moi Bitcoin », ils ne pourront casser qu'une seule transaction. Elle sera immédiatement détectée parce que c'est un registre ouvert. Donc, vous voyez la quantité d'énergie qu'il faut mettre pour faire une fraude. Alors qu'on a des tonnes de fraudes dans dollars et dans les cartes aujourd'hui. Ça marche bien. Mais tu le présentes un peu comme un outil de guerre. Et donc, si c'est ça, pourquoi est-ce que tous les pays ne se battent pas pour rapatrier les mineurs chez eux ? Alors, ils doivent. Ils devraient. Ils devraient le faire, effectivement, parce qu'aujourd'hui, miner une monnaie, c'est une question de souveraineté. Il y a deux façons de faire. Soit on achète du Bitcoin et on le met en tant que réserve de valeur, comme on a des réserves d'or, sans dire que notre monnaie elle est adossée à cet actif-là, ou bien on mine du Bitcoin. Donc on devient un acteur de minage de Bitcoin. Mais sauf que ça nécessite de l'énergie. Donc les pays qui manquent d'énergie, ou qui ne sont pas bien structurés pour produire cette énergie facilement, ils auront du mal. Ce qui est bizarre, ça favorise des pays souvent du tiers-monde, qui ont soit beaucoup de soleil, soit beaucoup de vent, soit beaucoup d'énergie renouvelable. Mais c'est pas parce que tu mines sur de l'hydroélectrique en Afrique que tu n'es pas le représentant d'un pays en Europe. Donc les pays d'Europe devraient se dire, ma nouvelle armée, ce sont les mineurs. Leur objectif, c'est d'aller chercher de l'énergie non exploitée. Mais ils sont le représentant de l'Europe. Alors les mineurs ne sont pas vraiment une armée au sens coordonné. Ouais. Et d'ailleurs, ils ne sont pas eux-mêmes l'armée. Ils sont même en Non, concurrence. mais ça pourrait. Si à un moment donné, l'Europe décide d'organiser ça, ils pourraient organiser ça. Mais ça veut dire qu'ils doivent acheter des machines de minage, le contrôle des blocs, payer de l'énergie pour miner plus que les autres. Il pourrait y avoir un contrôle des blocs. Effectivement, l'Amérique pourrait se mettre en ordre de marche. Même si toute l'Amérique se met d'accord avec à la fois le Canada et toute l'Amérique latine et les pays qui écoutent les États-Unis, ils ne pourront pas casser une seule transaction aujourd'hui. Non, pas casser, mais devenir des mineurs prépondérants et donc miner un maximum de blocs. L'idée n'est pas de casser, mais au contraire, de rentrer et de contrôler. Oui.
C'est une course économique, effectivement, c'est une industrie qui rapporte des centaines de millions d'euros par an aux gens qui travaillent là-dedans. Hein. Alors, on a obligé de dire, Michel, tu es obligé de dire un truc que tu connais, essentiel, c'est l'énergie du système de paiement actuel et la défaillance du système. On va dire, pas défaillance, parce que c'est vrai que ça marche, mais le domino, le millefeuille technologique qu'est le système de paiement aujourd'hui, qui est totalement inefficient. Les gens ne savent pas, mais nous on le sait, qu'il y a des hacks en permanence dans les banques. Donc, il y a des milliards de dollars qui s'évaporent toutes les semaines dans le système de paiement. C'est vrai. Parfois il y a 12 intermédiaires quand j'envoie un virement. Si je te fais un virement à toi, il va y avoir 12 intermédiaires, mais les gens ne savent pas ça. Tout à fait. C'est un monde caché. Ouais. C'est un millefeuille, mais ça a raison d'être. Hein. C'est une industrie qui a évolué depuis les années 1900, mais carrément 1900, l'invention de la carte, oui. Jusqu'à 2023, donc 100 ans d'évolution. La partie électronique, c'est dans les années 50-60 jusqu'aujourd'hui. Les Français ont été des pionniers. On a inventé la carte à piste, on a inventé la carte à puce, on a inventé beaucoup de choses. On a le leader mondial des TPE. Donc la France est un pays important dans les paiements. Mais effectivement, il y a beaucoup d'intermédiaires. Et leur raison d'être, c'est qu'à chaque fois, on a rajouté une couche pour dire maintenant, on va faire du guichet automatique bancaire pour retirer de le cash. Maintenant, on va inventer un TPE dans le magasin. Maintenant, on va payer en ligne, comme avec PayPal. Et Visa pour avoir une carte pour payer à l'étranger, etc. Donc, on peut comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais maintenant, le comparons à Bitcoin. Bitcoin qui a dit, moi, je ne peux pas aller optimiser quelque chose qui est trop complexe et pas efficient. Donc, une transaction qui passe par 17 intermédiaires, elle fait évaporer une commission d'environ 4%. Et c'est ça qui génère les 2000 milliards d'euros de revenus de l'industrie. Ouais, et on n'a pas besoin de ça. Vous prenez Visa qui fait plus de 30 milliards d'euros par an, 30 milliards de dollars par an en revenus, pour faire juste une autorisation. Ça veut dire Visa, elle fait quoi ? Elle dit que Benjamin, oui, il pourra payer 100 euros, mais elle ne paye pas les 100 euros. C'est le commerçant, il pose la question, ça passe par Visa. Est-ce qu'il peut payer 100 euros ? Elle dit oui, il peut payer 100 euros. C'est tout. Et là, elle est payée 30 milliards d'euros pour ça. Ouais. C'est injustifié aujourd'hui. Et donc, Michel, c'est ça. Donc, Visa prend des commissions. Les commerçants doivent payer des commissions. Ça empêche le micro-paiement. Hein. Si je veux t'envoyer 20 centimes sur un réseau social, je peux pas parce que Visa va prendre 3 euros de commission. Et on en revient à Bitcoin qui est, de manière stupéfiante, à la fois un moyen de paiement et un système de paiement. C'est ça qui est mind-blowing. Enfin, monnaie, une crypto-monnaie, pour ne pas dire monnaie, une crypto-monnaie, un moyen de paiement et une structure de confiance efficiente, plus efficiente que le monde bancaire. Le monde bancaire, il consomme presque 1000 TWh par an pour tourner, alors que Bitcoin, il consomme 80 TWh. Donc vous voyez, c'est 12 fois moins. Alors ils ne font pas la même chose aujourd'hui, mais ils font pas la même quantité de transactions, mais ils font la même chose. C'est-à-dire pour faire les mêmes services, d'un côté on a besoin de 1000 TWh, de l'autre côté on a besoin de 80, 12 fois moins. Et si on augmente les transactions sur Bitcoin, ça ne va pas augmenter la consommation énergétique, parce qu'il est déjà surdimensionné. Avec Bitcoin Lightning, on peut faire près de 1 million de transactions par seconde, et dans toute l'industrie bancaire, on ne peut pas faire ça. En banque, lorsqu'on fait un paiement, la transaction peut prendre entre 2 jours ou 7 jours pour arriver au bout de la chaîne, plus la commission entre-temps. Et Bitcoin, il peut faire ça en moins d'une seconde. Et moi, j'ai vécu au Salvador, par exemple, pendant quelques jours, plus d'une semaine, dans lequel j'ai payé qu'avec du Bitcoin Lightning. Ah oui. Et c'est moins d'une seconde. Mais sur le système bancaire classique, tu as commencé le podcast en disant on ne parle jamais de la technologie du paiement parce qu'elle fonctionne, mais aussi parce que c'est très opaque. Quand je fais un paiement, là j'envoie 50 euros sur le compte de Benjamin, il y a combien d'intermédiaires ? On a une idée ? Ça dépend des banques ? Une douzaine. Je vais les lister comme ça, c'est plus simple. Je vais lister les plus grands, les plus importants. Oui, intéressant. Lorsque je viens payer à Carrefour, par exemple, mon panier d'achat de 100 euros. Ton caddie. Ouais. Le caddie de 100 euros, par exemple. Typiquement, il y a un établissement de paiement derrière Carrefour qui va accepter le paiement. On s'appelle ça l'acceptation. C'est sa banque, en fait. Non. C'est un établissement de paiement intermédiaire qui a le système de paiement sur la caisse, du terminal de paiement. Et on appelle ça parfois un concentrateur parce qu'il concentre les paiements de toutes les caisses, de tous les TPE, dans un serveur chez Carrefour. Et à la fin de la journée, il va faire quelque chose qu'on peut appeler aujourd'hui télécollecte, qu'on appelle depuis toujours télécollecte. Donc à la fin de la journée, il va appeler la banque de Carrefour pour compléter le paiement. Mais avant, quand vous arrivez à la caisse, d'abord il faut appeler Visa. Ou carte bancaire en France, JECB, ou Mastercard, selon l'émetteur de votre carte, selon le scheme de votre carte. Donc, pourquoi ? Parce que l'établissement de paiement, il n'a pas les contacts de toutes les banques sur la planète Terre, de tous les gens qui ont des cartes. Et les banques ne sont pas raccordées toutes entre elles. Ça ne fait pas sens. Imaginez que vous ouvrez une banque, vous êtes obligé de vous connecter à 25 000 banques au monde.
Il y a à peu près 50 000 banques au monde aujourd'hui. Vous n'allez pas vous connecter à 50 000 banques. Vous vous connectez uniquement à Visa. Et tout le monde est connecté à Visa, donc ça passe par Visa. Donc déjà, on a un établissement de paiement, par exemple Worldline, il y en a plein d'autres, hein, par exemple Worldline, Monext, Payline, etc. Ensuite, il faut passer par Visa comme un exemple. Visa va appeler votre banque, imaginons que ce soit Société Générale, Crédit Mutuel, etc., qui va dire oui, il a 100 euros, il a 100 euros sur la carte. Voici un ticket pour le retirer plus tard. C'est ce que fait Visa, c'est fini. Ensuite, à la fin de la journée, l'établissement de paiement, par exemple Monext, Worldline, ils vont appeler la banque du commerçant. Par exemple, ils sont à la BNP, ce commerçant-là, Carrefour, imaginons. Et c'est cette banque-là qui va dire wow, d'accord, tu veux collecter maintenant ces 100 000 ou ces 10 000 transactions à la fin de la journée. Ben oui, mais chacune, elle est dans une banque différente. Comment je vais faire, moi ? Ça ne passe plus par Visa. Ça passe par un autre intermédiaire qu'on appelle ça Clearing House. En France, c'est STET. Chambre de compensation. Chambre de compensation, réconciliation, settlement, etc. Clearing and Settlement Mechanism, qui lui va dire très bien. Moi, j'ai l'adresse de ces banques-là et j'ai même les clés de leur compte dans la banque centrale. Et elle va faire un netting, elle va dire, bon, à la fin de la journée, BNP doit autant à la SG, mais SG doit autant à la BNP. Le netting, c'est une seule transaction. Elle va aller la faire à la banque centrale. Et une fois que c'est fait, ça doit encore redescendre dans tout le système, dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Et donc, au bout de 2 jours, parfois, ou parfois même à la fin du mois, les 100 euros vont sortir de ton compte et arriver au compte du Carrefour. Oui, c'est une usine à gaz. Parfois, ça passe par Télécom parce qu'il y a un SMS. Ouais. Parfois, ça passe par Apple parce qu'il y a Apple Pay. Donc, il y a des intermédiaires. Alors bon, et justement, c'est pour ça que BlackRock dit, et les autres disent la fameuse tokenisation des actifs. Alors ça va occuper le système financier pendant les 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'ils vont ultra simplifier tout ça, passer tout ça par des blockchains. Alors avoir blockchain public, privé, est-ce qu'on pourra nous interagir, nous grand public, etc. Bon, alors là on peut faire 2 podcasts avec toi parce que tu es sur le sujet, tu es vraiment un expert. Donc je pense qu'on a fait un tour d'horizon. Un tour d'horizon, mais effectivement un tour d'horizon qui est stimulant, passionnant et qui est en même temps frustrant parce que plein de choses abordées à développer. Un problème, c'est qu'on ne peut pas faire des podcasts de 3 heures. Donc Michel, on va te réinviter. Et pour plaisir, développer. Ouais, moi j'ai une question en fait pour terminer le truc. C'est l'avenir du paiement en fait. On va vers quoi ? Oui, c'est une excellente question. Cette industrie-là, elle est en pleine révolution à cause de 2 personnes. Steve Jobs et Satoshi Nakamoto. Ah, je sais, l'iPhone. Steve Jobs, c'est pour l'iPhone. On a tout dans la main. Exactement. En fait, ces 2 personnes ont bouleversé la plus grande industrie du monde. Steve Jobs, lorsqu'il a inventé l'iPhone, il l'a dit. Il a dit, c'est votre objet numérique ultime dans votre poche. C'est votre vie ultime numérique dans votre poche. Et donc votre banque. Dont le paiement, il l'avait en tête dès le départ. D'ailleurs, même celui qui a inventé le web, il avait le paiement dès le départ. C'est Richard Stallman, il l'a écrit. J'ai inventé le web 2.0, le web, pour pouvoir faire plein de choses, partager des données et faire des paiements en ligne. Et tu n'as pas parlé de Zuckerberg qui a voulu lancer sa première, qui a lancé Libra, qui a fait peur aux banques ? C'est beaucoup plus tard et il a échoué. Mais celui qui a réussi, il a inventé le smartphone. C'est un moyen plus fort qu'une carte et donc est devenu un moyen de paiement plus fort que la carte elle-même. La preuve, Apple Pay. D'ailleurs, moi j'ai publié un papier en 2012 qui a gagné un prix à Atlanta sur Rise of Smart Payments. J'ai essayé de prédire l'avenir de l'industrie de paiement d'ici 20 ans, en fait jusqu'à 2020, de 2012 à 2022. Et on y est, on est dans ce que tu avais prédit ? Tout ce que j'ai écrit était exactement comme je l'ai dit, mais parfois je l'ai même dit moins que ce qui s'est passé. Par exemple, j'ai prédit que les revenus de l'industrie de paiement allaient dépasser les 1000 milliards d'euros. En fait, ils sont à 2200. Donc je me suis trompé. En fait, on a invité le Nostradamus de la monnaie. Non, c'était juste des forecasts avec des théories, avec des probabilités d'événements. Si cet événement a lieu, typiquement, j'avais calculé qu'en 2015, Apple allait avoir... il y aura plus de porteurs de smartphones au monde que de porteurs de cartes bancaires. Il y aura plus d'humains sur Terre qui possèdent un smartphone que d'humains qui possèdent des cartes. C'est le cas, effectivement, aujourd'hui. En 2015. Ouais. Et donc, j'ai prédit, selon les ventes, qu'à cette date-là, c'est une date charnière. Et j'ai dit dans le papier qu'en 2015, Apple, elle a intérêt... Donc, je n'ai pas prédit. Elle a intérêt à créer quelque chose qui s'appellerait Apple Pay. Ils ont créé Apple Pay en 2015. Tu as été un acteur important. Tu as agi vraiment sur Apple Pay. Tu as vraiment travaillé avec Apple là-dessus. Non, on a contacté Apple à l'époque pour les convaincre qu'ils doivent jouer un rôle dans les paiements, mais moi, je n'ai pas eu un contrat direct avec Apple. Après, effectivement, en 2015, Apple et Google lancent Google Pay, Apple Pay. Donc, voilà, ça, c'est Apple, Steve Jobs. Ils ont révolutionné le moyen de paiement, mais pas les paiements. Le moyen a changé. Ce n'est plus une carte, c'est le mobile, c'est le smartphone. D'ailleurs, c'était très, très dur parce qu'ils devaient avoir des contrats avec Visa, Mastercard, Amex.
et toutes les grandes banques américaines. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en secret en 2014 jusqu'à 2015 pour le lancer. Et lorsqu'ils ont lancé, ils ont dit on a des contrats avec toutes les banques américaines. En France, on a pris beaucoup de retard. C'était assez récent, l'introduction d'Apple Pay. Bon, Satoshi Nakamoto, donc en France, on était réticents anti-Apple Pay, forcément anti-Google Pay. On a créé nos propres wallets mobiles françaises. Elles ont toutes échoué. Par souveraineté numérique. Qu'est-ce qui a été créé ? Alors, pour chercher sur Internet Quixo, S-Money, il y avait plein de marques comme ça, concurrentes à Apple Pay et Google Pay, mais elles ont toutes échoué parce qu'elles étaient que interbancaires. Elle était interne, pas interbancaire. La révolution, c'est le canal. Oui, c'est le mobile lui-même, mais aussi l'intelligence économique derrière. C'est-à-dire que lui, il a fait des contrats avec toutes les banques, alors que nous, chaque banque, elle a produit son produit qui ne marche pas avec l'autre banque. Donc c'est un peu bête. Propriétaire. Voilà. Et ils ont jeté par les fenêtres des centaines de millions d'euros pour ça. Voilà. Donc Satoshi Nakamoto, de son côté, il met Bitcoin. Il y a du monde qui sont réticents, d'autres qui l'adoptent. Et l'adoption, elle va dans le bon sens. On a dépassé les 420 millions de personnes au monde qui détiennent. Oui, c'est vrai que tu as raison, on oublie de le dire, mais la presse n'arrête pas de se déchaîner contre Bitcoin en disant que ça perd de la valeur tous les jours. Peu importe, ça c'est le cours de bourse, on va dire. Et pourtant, les personnes qui le possèdent augmentent beaucoup. Le nombre d'utilisateurs, je crois qu'il y a 8 ou 9% des Français qui ont du Bitcoin, plus que de... 10%, c'est ça. Cette année-là, en avril 2023, il y a plus de 10% des Français qui détiennent des cryptos. Ce qui est énorme par rapport, c'est beaucoup plus que le nombre de Français qui détiennent des actions en bourse. 6,7%. Ouais, et dans cette proportion, il n'y a que 4% de femmes. Alors, le profil d'un détenteur crypto, à cause de ce que tu as dit au début, l'ergonomie. Ah ouais. Et c'est souvent quelqu'un qui est dans une tranche d'âge proche des 35 ans. Alors, je ne veux pas dire qu'ils sont tous des geeks informatiques. Il faut être à l'aise avec l'informatique. Mais il faut être à l'aise avec la partie informatique. C'est comme la détention d'une carte bancaire. C'était pas tout de suite le papy ou une mamie ou un petit jeune. C'était souvent quelqu'un qui a 35 ans, qui a compris que c'est comme ça que ça marche, qui a compris comment il peut l'utiliser. Et puis avec le temps, avec la génération, ça change. Enfin bon, moi je vois mon père, il a 90 ans, il a un peu d'argent de côté, il se rend compte qu'il ne doit pas le laisser en banque. Chaque fois qu'il m'a au téléphone, il me dit Claudia, je voudrais acheter du Bitcoin, mais si je l'envoie sur les plateformes, il se jette par la fenêtre. Hein. C'est impossible de convertir un type comme ça. Alors moi j'audite les exchanges crypto pour leur conformité, pour leur lutte contre le blanchiment, la sécurité, etc. Alors il y a des plateformes qui peuvent aider monsieur et madame tout le monde à avoir une possession en cryptoactifs. Je ne conseille aucun. Je suis agnostique par rapport aux fournisseurs de ces services, mais il y a plein de services faciles pour tout le monde. Exactement comme il a un compte bancaire, il peut avoir un compte en crypto. Donc c'est la même difficulté. D'ailleurs, même je dirais que c'est même plus facile d'avoir un compte en crypto aujourd'hui. Je peux nommer CoinHouse, Binance. Oui, je pensais à CoinHouse qui est tout en français déjà, c'est basé en France, et puis parce qu'il y a aussi la barrière de la langue, hein, beaucoup. Bon, bref. Mais non, très intéressant. J'ai encore plein de questions, mais ce sera pour la prochaine fois. Moi aussi, mais je me dis que on a déjà dépassé le temps, mais c'est vraiment passionnant, Michel. Je pense que tu as vraiment une vision globale de ça. Et on oublie de dire que c'est une révolution du paiement, une révolution de la confiance sur Internet, une révolution de la valeur, du transport de la valeur sur Internet, ce qui est comme inouï. Parce que quand tu penses qu'Internet, ça sert aujourd'hui, c'est un grand média, mais il n'y a aucune confiance. Je vais peut-être terminer avec cette image-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre Elon Musk parce que c'est une personne parfois excentrique. Pourtant, il a réussi à faire SpaceX, Tesla. Chaque entreprise, elle vaut plus de 1000 milliards de dollars. Elle vaut, c'est pas les revenus, hein. Elle vaut autant. Donc c'est plus petit que l'industrie de paiement, mais quand même c'est énorme. Elon Musk, par exemple, il a un rêve que l'humanité devienne une espèce interplanétaire, aller envahir la Lune, Mars, etc. Et puis il est très critiqué, mais il a un fond altruiste. Hein. Alors je ne veux pas ni le critiquer, je vais parler seulement de cette image de la civilisation humaine qui veut scaler. On a inventé la monnaie pour scaler les civilisations. C'était une seule civilisation, il n'avait pas besoin de monnaie. Mais il veut scaler l'humain. Il veut scaler la civilisation humaine, et pour le faire, Internet actuellement ne permet pas de faire ça. On a besoin d'une confiance autonome à l'extérieur des tiers de confiance, qui peuvent même être à la rigueur sur Internet. D'ailleurs, il y a des nœuds Bitcoin qui tournent dans l'espace avec Starlink. Exactement. Voilà. Et donc l'idée que Internet soit un socle pour scaler la civilisation, pour peut-être qu'elle soit interplanétaire, c'est quand même un socle d'accélération de la civilisation. Et le rêve final, ce serait que 7 milliards d'êtres humains minent eux-mêmes de la crypto-monnaie sur leur propre smartphone. Imaginons qu'on soit tous partenaires et acteurs d'une blockchain mondialisée. Ça, c'est la décentralisation ultime.
ça peut faire rêver, quoi. Donc, c'est un autre débat, comment on peut limiter la concentration du minage, parce que ça peut tendre vers une concentration, mais effectivement, il y a des tentatives pour la démocratiser. ouais. Mais est-ce que, attends, vous avez parlé de Starlink qui mine, donc... Ouais, qui- Starlink a des nœuds, donc des ordinateurs qui sont dans l'espace, qui minent du Bitcoin, enfin qui minent, oui, qui Mais sur base de- répliquent la sur- base Des Bitcoin. Bitcoin complets, Oui, mais sur base de quelle Des- électricité? Ah, c'est Ah, il y a électricité des solaire. Ah bah solaire, oui, il y a Ah, des panneaux Ils ont beaucoup de solaires. soleil dans l'espace. Ah, Ils il, n'ont est, pas de vent, pas d'eau, mais il est trop fort. Il est trop fort. Bon, mais Bon, ça c'est en le tout mot de cas, la fin, c'est ouais, génial. bah, Ça vaut parfait. des perspectives pour le prochain épisode. qu'on va Voilà, faire. génial, on veut tous aller sur la Lune. Ouais, Très bien. avec plaisir, je vous remercie infiniment pour cet joli échange ensemble. Ouais. Michel, c'est nous qui te remercions d'avoir bravé la pluie et bravé la circulation à Paris pour venir nous retrouver ici, dans les bureaux des Neftis. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Oui, et on vous le demande chaque fois. Inscrivez-vous aux newsletters, même si vous ne la lisez pas, mais lisez-la, elle est bien quand même. Donc, Ah, mais lisez-la, elle est bien aussi. ouais, lisez-la, je mets beaucoup d'énergie. Donc, Je vais Voilà. m'abonner. voilà, Bon. inscrivez-vous Bon. et on vous souhaite une bonne écoute Et on vous mettra tous les liens pour retrouver Michel Michel, facilement dans la sur les réseaux. description. Merci bientôt. beaucoup.